Rebonjour chers élèves de S4. Ben voilà, je continue mon petit cours sur le troisième thème. Donc nous avons vu les différents niveaux d'organisation d'un être vivant. Nous avons vu qu'il y avait la biocénose avec le biotope qui formait l'écosystème. Bref, la biocénose et puis après la population. Donc c'est bien des individus de la même espèce qui entrent en contact les uns avec les autres. Ensuite, nous avons vu, par exemple, donc l'organisme, pardon, et puis enfin l'œil du poisson, donc l'organe, d'accord. Et l'organe est lui-même constitué de tissus, et les tissus regroupent les cellules du même type. Ça va? Alors, on a vu aussi que certains éléments chimiques revenaient souvent. Alors, les quatre éléments chimiques principaux sont, je vous laisse répondre, C, H, O, N, chon. Puis nous avons les éléments chimiques secondaires et enfin les éléments chimiques qui sont appelés oligoéléments. D'accord? Alors ici nous allons voir quels sont les éléments, pardon pas les éléments, quelles sont les matières organiques dont nous avons besoin. Alors si vous analysez les étiquettes de paquets alimentaires, eh bien vous allez y retrouver beaucoup d'informations qui sont similaires. Chaque fois l'énergie, donc l'énergie ça veut dire combien de calories sont contenues dans l'aliment. Mais ce qui m'intéresse plus, souvent il y a le sel, etc. Mais ça c'est pas organique. Ce qui m'intéresse c'est les molécules organiques. Alors, si vous y regardez bien, vous verrez une constante. S'il vous plaît, cherchez. Donc, vous avez par exemple des biscuits lus, vous avez du beurre Montfort, vous avez des tagliatelles fraîches et vous avez du blanc de poulet. D'accord? Alors, si on regarde, on a énergie, matière grasse, glucides, fibres alimentaires, protéines, etc. Le beurre, ben, très énergétique, hein, matière grasse, glucides, protéines, sel, vitamine A. Et puis alors ici, pour le tagliatelle, l'énergie de nouveau, les matières grasses, les glucides, les fibres alimentaires, les protéines, le sel. De nouveau l'énergie, puisque c'est obligatoire maintenant de mettre ça sur les étiquetages. Les matières grasses, les glucides, les fibres alimentaires et les protéines. Alors, pour rappel d'abord, les fibres alimentaires, eh bien, nous ne les digérons pas. C'est de la cellulose. Vous vous rappelez ce que je vous avais raconté? Ça vient de la paroi des cellules végétales. Donc, nous n'arrivons pas à digérer cette molécule, mais elle transite via le transit intestinal et elle emporte avec elle les sels, on va dire ça comme ça, d'accord, pour rester poli. Donc c'est essentiel de manger des fibres alimentaires, mais nous ne les digérons pas, ça veut dire que nous n'arrivons pas à les couper et qu'elles ne peuvent pas rentrer dans notre sang, donc on ne peut pas s'en servir. C'est que la cellulose, c'est un polysaccharide, donc un sucre complexe qui est composé de molécules de glucose. Notre corps ne peut pas couper ça, donc il va laisser passer tout ça. Ça va? Et ça va passer avec les restes alimentaires non digérés. Voilà. Alors, à part ces fibres, vous avez peut-être repéré que les trois molécules organiques essentielles sont, pas repérées, lipides, glucides et protéines. D'accord? Les lipides, les glucides et les protéines. C'est vraiment super important à retenir. Et du coup, je vais vous laisser répondre aux questions qui sont dans le bas de la page. Quelles sont les trois grandes familles de molécules organiques? Je crois que vous l'avez compris, j'y ai répondu. Mais par contre, je vous demande ici d'indiquer quel est l'aliment le plus riche à la page 4, en glucides, en lipides et en protéines. Et ça, c'est à vous de chercher. D'accord? Pas toujours à moi de répondre à tout. Donc en conclusion, les molécules organiques sont vraiment très importantes, elles sont la base des individus, des organismes, etc. Euh, les molécules sont faites d'atomes. Okay, les atomes les plus présents dans les molécules organiques sont CHON, chon. Mais je vous ai dit, il y a d'autres atomes que ça en plus. D'accord? Donc tous les êtres vivants sont constitués de lipides, c'est les corps gras, de protéines, nous en reparlerons plus tard, mais c'est ce qu'on appelle aussi les protides, et les glucides. Les glucides, c'est ce qu'on appelle communément les sucres. Alors tous les glucides n'ont pas un goût sucré,
Certains glucides, comme par exemple les pâtes, n'ont pas du tout un goût sucré, mais sont ce qu'on appelle des sucres lents. Vous avez déjà entendu parler de ça. On y reviendra par la suite. Ok. Alors, j'avais prévu pour vous un TP. C'est très compromis, hein, vous vous en doutez bien. Donc, le but c'était de rechercher via différents tests ce qu'il y avait dans les aliments, donc voir s'il y avait des lipides, des protéines et des glucides dans différents aliments, de rendre ça sous la forme d'un tableau. Je suis super désolée pour vous, on n'aura pas le temps de faire ça, mais enfin le temps, bah, quoique, hein, si, on ne sait jamais. Restons positifs. Mais si vous ne le faites pas cette année, croyez-moi, on le fera quand vous serez en sixième pour ceux qui continuent la biologie. Voilà. Alors, oui, donc on parle ici de la reproduction, ça n'a plus rien à voir. La reproduction des organismes pluricellulaires. Ok. La reproduction des organismes pluricellulaires. Alors, comment se reproduisent les organismes pluricellulaires? On a vu que ce n'était pas par mitose. Le but de la mitose est de reproduire des cellules identiques, donc de refaire nos propres cellules, mais pas de se reproduire. Ok? Alors, la plupart des êtres vivants pluricellulaires se reproduisent de façon sexuée. Ça veut dire qu'il y a un mâle et une femelle. D'accord? Et que donc, un ovule, un spermatozoïde ou l'équivalent, c'est ce qu'on appelle les gamètes, vont se rencontrer pour former un embryon, etc., etc., comme c'est le cas chez l'être humain. Néanmoins, certains organismes pluricellulaires, mais ils sont rares, ils sont assez anciens, je veux dire, dans l'évolution, certains organismes pluricellulaires sont capables de se reproduire de façon asexuée. C'est le cas, par exemple, du fraisier. Alors, si on regarde le fraisier d'un peu plus près, bien, vous voyez, vous avez un fraisier qui est ici. Il peut se reproduire de façon asexuée. Et aussi de façon sexuée, hein, mais il peut. Alors, s'il se reproduit de façon asexuée, vous voyez ici qu'à un moment donné, notre fraisier, eh bien, il produit une espèce de tige qui va frôler le sol, qu'on appelle un stolon, et il va aller faire en sorte que, ici, de créer un nouvel organisme qui est complètement identique à lui-même, donc un clone. D'accord? Un clone. Et ici, on aura un nouveau plan de fraisier. Assez bizarre, mais c'est comme ça. Donc, le fraisier peut se reproduire de façon asexuée ou sexuée. Alors, un autre exemple, c'est le cas du bouturage. Le bouturage, ça, je crois que vous connaissez, ou en tout cas, vos familles connaissent. C'est le fait de couper, par exemple, le bout des branches d'un végétal et de remettre ça en terre. Et souvent, dans certains cas, ça repousse. Si vous avez la main verte, pas comme moi c'est la cata. Bref, donc, il vous suffit de prendre votre plante, alors de couper un morceau, pas quand il n'y a qu'un seul pied bien entendu, de couper un morceau, ce morceau de le remettre en terre. Et si tout va bien, vous pouvez obtenir une deuxième plante qui sera encore une fois le clone de la première. Donc là, dans ce cas-là, la plante s'est reproduite de façon asexuée. Alors encore un dernier exemple qui est celui de l'hydre d'eau douce, qui est vraiment particulier parce que c'est extrêmement rare. C'est un organisme animal qui se reproduit de façon, qui se reproduit de façon asexuée. Donc oui, sans mâle et sans femelle, on va dire ça comme ça. Et l'hydre d'eau douce, en fait, c'est un organisme de la famille des méduses, etc., qui ressemble fort au corail. Voilà. Donc c'est un organisme très, très, très primitif. Et lui, il peut se reproduire par bourgeonnement. Je vous explique ça avec la figure. Donc, vous voyez ici l'hydre d'eau douce, d'accord? Et vous voyez ici qu'il y a un petit bourgeon qui se forme. Et bien, ce petit bourgeon, il va grossir, 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 ok? Et puis il va se détacher, il va former un deuxième organisme, d'accord? C'est comme ça que se reproduit l'hydre d'eau douce, donc de façon asexuée, et elle produit donc un clone d'elle-même. Voilà, c'est extrêmement rare dans le monde animal. Donc c'est pour ça que je vous ai signalé ces trois exemples de reproduction asexuée.
Mais souvenez-vous d'une chose, et c'est très important, c'est que la plupart des organismes se reproduisent de façon sexuée. On y arrive. Alors, les végétaux, par exemple, se reproduisent de façon sexuée. Alors, si vous regardez ici la figure, eh bien, tout ce qui est grain de pollen, en gros, eh bien, ce sont les gamètes mâles, autrement dit l'équivalent des spermatozoïdes chez l'homme. Et ici en dessous se trouve un ovule. Ovule, vous savez ce que ça veut dire, c'est la même chose pour les femmes. Donc on a les gamètes mâles et les gamètes femelles. Les gamètes mâles sont les grains de pollen et les gamètes femelles, eh bien, c'est l'ovule. Alors si un grain de pollen de cette fleur vient se déposer ici, sur ce qu'on appelle le stigmate, il va descendre, et il va aller féconder l'ovule. Dans ce cas-là, on va parler d'autofécondation, puisque la plante se féconde elle-même. Ce qui est plus ou moins rare, mais dans les manipulations génétiques, c'est faisable. En revanche, en général, eh bien, les grains de pollen sont apportés par le vent ou par des insectes pollinisateurs qui vont amener ces fameux grains de pollen à d'autres plantes, vont, pour avoir du nectar, se déposer ici sur le stigmate, et donc le grain de pollen va descendre et va aller féconder l'ovule, et donc on aura bien une reproduction sexuée. On dira que la reproduction est croisée, d'accord? Croisée. Voilà pourquoi il est super important d'avoir des organismes pollinisateurs, comme par exemple les abeilles. Il faut vraiment préserver les abeilles. Et la diminution du taux d'abeilles fait peur. Einstein avait dit, s'il n'y a plus d'abeilles sur Terre, il n'y aura plus d'hommes. Réfléchissez un petit peu pourquoi. D'accord? Réfléchissez bien. Et vous me donnerez une réponse. Quiz bonus. Oups, je suis un peu vite. Voilà, ce schéma que j'ai derrière moi, je vous l'ai expliqué, avec l'insecte pollinisateur et avec le cycle de l'organisme, de la flore. D'accord? Alors, dernier exemple. Donc, vous avez ici la reproduction du pommier. Donc, vous avez l'arbre. Alors, l'arbre va produire des fleurs. Les fleurs, donc dans les fleurs, il y a des ovules qui se trouvent ici. Il y a aussi des gamètes mâles. Okay, donc des gamètes mâles ici sur les grains de pollen. Le gamète femelle se trouve ici. Alors, il faut qu'il y ait un insecte pollinisateur qui vienne déposer les grains de pollen sur la fleur pour qu'il y ait fécondation. D'accord? Et alors, on va obtenir une graine. Cette graine, elle est bien cachée. Elle est cachée dans une grosse pomme. Pourquoi dans une grosse pomme, à notre avis? Parce qu'une grosse pomme, ça attire les animaux. Donc il y a plein d'animaux qui vont se nourrir de cette pomme, ou qui vont chercher à se nourrir de cette pomme, et ça va permettre à la plante d'augmenter son terrain d'action, si vous voulez, donc de se répandre un petit peu partout. C'est ça l'objectif indirect des végétaux, excusez-moi. Et donc, elle va être disséminée un petit peu partout, là où tous les organismes auront pris une pomme, auront mangé, l'auront mangé un peu plus loin. Et donc, après, eh bien, les graines de la pomme vont germer et on obtiendra un pommier. Si tout va bien. Alors, je vais terminer cette vidéo avec l'exemple des animaux. Alors, l'exemple des animaux, et je vais prendre l'homme en particulier, puisque c'est ça qui nous intéresse. D'accord? Alors, vous savez que l'homme, l'être humain, a 46 chromosomes dans chacune de ses cellules. Donc, 46 chromosomes chez l'homme, homme au masculin, et 46 chromosomes chez la femme. Alors, il faut réfléchir un tout petit peu, je vous l'avais dit. Dans les organes sexuels a lieu un phénomène qui permet de diviser par 2 le nombre de chromosomes, puisque à chaque génération, il faut 46 chromosomes à l'être humain, vous l'avez vu, sinon eh bien, l'embryon n'est pas viable. Donc, à chaque génération, il faut 46 chromosomes. Donc, ça veut dire aussi que, eh bien, ici, dans
les organes sexuels. Donc dans les ovaires d'une femme, je ne suis pas une présentatrice météo, dans les ovaires d'une femme et dans les testicules d'un homme, il y a un phénomène qui s'appelle la méiose qui a lieu. La méiose, on n'en a pas parlé, ce sera pour l'année prochaine. Ce phénomène permet de diminuer le nombre de chromosomes par 2. Ça veut dire que, je vous l'avais déjà dit, les spermatozoïdes ne vont contenir que 23 chromosomes au lieu de 46 et les ovules 23 chromosomes au lieu de 46. Donc ce sont les seules cellules de votre corps qui ne contiennent pas 46 chromosomes. Ce sont les spermatozoïdes et les ovules. S'ils se rencontrent, évidemment lors de rapports sexuels, eh bien, ou pas, mais il y a fécondation, que ce soit une fécondation in vitro ou pas, c'est pour ça que je dis ou pas. Mais normalement, c'est lors de rapports sexuels. Donc, un spermatozoïde à 23 chromosomes plus un ovule à 23 chromosomes, ça donne un embryon à 46 chromosomes ou un zygote. D'accord? Voilà pourquoi on met N, 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 2N. On a doublé la quantité d'ADN. Donc, on passe de 23 plus 23 à 46. D'accord? Et puis, ce zygote ou cet embryon, il va se multiplier, subir de nombreuses mitoses. Je sais que vous avez adoré ce chapitre sur la mitose. On a bien transpiré, mais vous avez vraiment bien bossé. Donc, il va subir de nombreuses mitoses. On va avoir finalement, donc, on va avoir 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules, 32 cellules, 64 cellules. Bref, un gros paquet de cellules qui va se creuser, et on verra ça en cinquième, qui va se creuser et qui va faire en sorte qu'on ait un futur bébé. Certaines cellules vont prendre le rôle de système nerveux, d'autres le rôle de système digestif par exemple, et on aura des cellules plutôt qui sont différenciées. Donc chacune aura un rôle. Et voilà comment on fait un homme ou une femme. Ça va? Voilà, j'espère que vous m'avez comprise. Je crois que c'est tout pour ce chapitre-là. J'espère ne pas vous dire de bêtises. Oui, je vous laisse réfléchir sur la dernière figure, voir dans les 3 karyotypes, eh bien, à qui appartient quoi? Quel est le spermatozoïde, quel est l'ovule et quel est le karyotype d'un être humain? Je vous laisse réfléchir et je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écouté, que tout aille bien pour vous et je vous dis encore une fois, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao, ciao!